Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Olivier Dedenon, je suis responsable pour la Suisse romande pour la clientèle institutionnelle, pour la Baloise Asset Management. Aujourd'hui, comme on l'a vu hier en préambule, Michel Girardin nous a amené de l'eau à notre moulin, taux bas, environnement économique incertain. Je pense que tout le monde est conscient qu'on est en plein dedans. Et la question se pose, et pourquoi pas des senior loans? Alors je vous ai mis un point d'interrogation parce que j'aimerais que vous vous posiez la question, mais nous on se l'est déjà posé. Et effectivement, comme vous savez qu'un assureur a beaucoup de produits de taux, on a décidé de se diversifier et on a choisi entre autres les senior loans. Donc, si vous êtes d'accord, on va commencer par faire un tour des senior loans. Je ne sais pas, qui a des senior loans déjà dans sa caisse de pension, dans l'allocation de sa caisse de pension? Personne? C'est bien. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est un senior loans, parce que c'est pas forcément son nom anglais veut dire ce qu'il veut dire, mais on peut détailler. Ensuite, approche ESG, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est implémentable? Puisqu'on en a aussi parlé hier avec Maria. C'est quand même une tendance forte du marché depuis quelques années. Et puis, je vais vous présenter la gestion qu'on a mise en place pour les fonds du Baloise Group en finalité. Donc, la première chose, c'est les senior loans, faible corrélation avec les autres classes d'actifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça s'intègre dans une allocation stratégique et que ça diversifie. Ici, vous avez les différentes corrélations avec les classes d'actifs dites classiques, donc obligations suisses, etc. La seule chose qu'on voit, c'est que c'est assez corrélé avec les obligations à haut rendement dites high yield, et pour cause. Quand je dis et pour cause, les senior loans, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des prêts privés sécurisés de premier rang. Prêts privés, ça veut dire que ce ne sont pas des obligations au sens où on l'entend qui sont traitées sur des marchés. Donc il y a un contrat avec des clauses qui est signé d'une part et d'autre par l'emprunteur et par le demandeur, par les fournisseurs de capitaux, sécurisé parce que vous verrez qu'il y a un collatéral qui est exigé en général sous la forme d'actifs ou de futurs actifs à rentrer, c'est-à-dire des factures, ça peut être des bâtiments, ça peut être des machines, ça peut être un parc de véhicules, etc. Et puis de premier rang, parce que si on regarde la structure du capital d'une entreprise, vous avez d'un côté l'actif et de l'autre côté, dans le passif, le capital, on sait très bien qu'il n'a pas le même ordre de remboursement, de priorité de remboursement en cas de problème. Tout en bas, sans surprise, on a le capital action. Ensuite, la dette junior. Ensuite, la dette senior, qui sont en fait les high yield. Et ensuite, ce que les gens ne savent pas forcément, la dette senior, c'est que en cas de problème, les senior loans seront remboursés en premier. Ils ont la priorité sur toutes les autres formes de passifs d'une entreprise. Ce qui fait que c'est en fait une bonne nouvelle en termes de sécurité. Senior signifie donc de premier rang et sécurisé, qu'il y a un droit sur les actifs de l'entreprise direct de la part des prêteurs de capitaux. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser tout de suite. Quand on parle de sécurité, on parle en général de risque de perte, évidemment, il ne faut pas l'ignorer. Il y a un risque de perte, mais qui est relativement faible. Si vous regardez ce graphique qui court sur 20 ans, bon, alors on voit très bien les crises, où il y a des taux de défaut qui sont supérieurs à ce qu'on peut voir d'habitude. Les années 2000, 2008, 2009, et ensuite ce qu'on a vécu au début de l'année dernière avec ce satané virus. Mais en moyenne, étant donné qu'il y a ce collatéral, il permet un taux de récupération assez important de l'ordre de 70%. Donc si on regarde le taux de défaut effectif, je vais revenir, le taux de défaut effectif, il est à peu près à 3%. Ce à quoi on peut récupérer 70% dessus, on arrive à peu près à 1% effectif de taux de perte sur les senior loans. Est-ce que par rapport aux high yield, il y a peut-être parmi vous qui ont des high yield dans leur portefeuille, les high yield, on récupère 40%.
en moyenne sur les défauts. Donc beaucoup moins élevé. Si on regarde les performances historiques, pour voir un petit peu comment ça se comporte, les senior loans, ils ont une particularité, c'est qu'ils performent à peu près dans toutes les configurations de marché. C'est-à-dire, vous voyez, là, il y a une période de 30 ans. Sur ces 30 années, en fait, on a pu constater que 2 années négatives, qui sont 2008 et 2015. Sachez qu'en 2020, on a fait une performance positive sur les senior loans. Il n'y a pas que les actions qui ont parvenu. Et on voit que sur 30 ans, on a une moyenne de performance de 5,6%. Sur 30 ans, 5,6% annuel en dollars. Après, le franc suisse, il faut juste hedger. Alors jusqu'à il y a une année, le hedge coûtait cher. Et puis depuis qu'on nous a baissé les taux américains, ça coûte un peu moins cher. Donc en franc suisse, on va dire qu'on peut compter sur une performance entre 3 et 3,5% après coût de couverture. Les performances passées, c'est une chose. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre comme performance? Eh bien, si on regarde, alors arbitrairement, on a pris un rendement minimal nécessaire pour une caisse de pension de 2,2%. C'est arbitraire, ça veut dire que vous êtes peut-être en dessus, peut-être en dessous peut-être pas. Et on va regarder où se situent les différentes classes d'actifs sur ce graphique en termes de rendement, risque, donc le risque étant la volatilité. Alors sans surprise, les obligations d'État, en dessous de zéro en termes de rendement, avec un gros risque aujourd'hui que les taux remontent et puis que ce soit encore pire. Les obligations corporate qui ont été chassées pendant longtemps pour un rendement un tout petit peu supérieur, mais qui ne suffisent quand même pas aujourd'hui à faire ce rendement minimal. Bon, les high yield, les actions et le private equity. Et le senior loan se situe juste en dessous du high yield en termes de rendement, par contre, moins volatile en termes de risque. Et ensuite, si on regarde les durations, vous savez que sans dévoiler de secret d'État, une duration importante vous expose fortement à une baisse de la valeur de vos obligations en cas de hausse des taux. Et vous voyez où je veux en venir, les senior loans, ici, ils ont une duration pratiquement nulle. C'est-à-dire qu'on peut presque considérer qu'ils sont immunisés contre une variation de taux d'intérêt. Ce pourquoi? Parce que en fait, les senior loans ont une particularité d'avoir un coupon qui est séparé en deux parties. Vous avez une partie fixe, qui est assez faible en général, qui est un taux intermarché. Et puis, vous avez une partie variable qui est justement, peut s'adapter assez rapidement au taux du marché et qui va être rediscutée, ça c'est prévu dans les clauses du contrat en principe, à quelle fréquence on peut renégocier le taux variable d'un loan. Ça fait partie des clauses du contrat en général. Donc, donc si on va, pour illustrer ça en fait dans les obligations à taux fixe, si le taux d'intérêt monte, le taux de l'obligation reste fixe, comme son nom l'indique. Donc, et l'évolution de la valeur de l'obligation descend, et c'est le portefeuille qui perd de la valeur. Au contraire, les senior loans, comme je vous l'ai dit, le taux s'adapte. Alors ça, c'est un cas académique, hein. Évidemment que le taux ne s'adapte pas instantanément. Ça peut prendre un petit délai pour le faire. Mais l'évolution de la valeur, du coup, se fait, la valeur est gardée et se fait de manière linéaire. Ce qui est important aussi, et ce qui est important surtout pour des investisseurs institutionnels et des investisseurs importants, c'est de savoir quelle est la taille du marché, quelle est la possibilité de négoce sur le marché et la liquidité. Alors si on regarde la taille du marché américain des obligations, enfin des produits à taux fixe, on a 95%, c'est des trésoreries, des bonds investment grade, et vous voyez que les senior loans et les high yield représentent 2 à 3%. Maintenant, 2 à 3%, vous allez me dire c'est peut-être risible, c'est petit. Vous savez quelle est la taille du marché obligataire américain? Toi, tu sais.
Quelqu'un? Non? Ça va? 100, Sans quoi? 100 milliards, 100, trentaine de trillions. 60 000 milliards. Alors je dis 60 000 milliards parce que, en fait, effectivement, en français, c'est 60 billions. Et puis en américain, c'est 60 trillions. Parce que vous savez qu'eux, à milliards, ils disent déjà billions. Donc effectivement, ça fait 60 000 milliards. Donc 60 000 milliards, même 2%, c'est gros. Juste pour illustrer ça, voilà le marché obligataire suisse à côté. Donc ça, c'est le marché obligataire suisse. Ça représente à peu près 460 milliards de francs suisses. Donc on est à 3 fois ça, voire 3,5 fois ça, entre 1400, enfin à peu près 1400 milliards. Et ce qu'il faut savoir de plus, c'est que le marché obligataire suisse, vous pouvez demander à Blaise, ici présent, est très peu diversifié en termes d'émetteurs. On a la Confédération et la Confédération. Grosso modo. Et en termes de liquidité, il n'y a pratiquement que la Confédération qui est liquide. Heureusement, ici, dans le marché des loans, vous avez déjà beaucoup plus d'émetteurs et la liquidité est plus importante. Maintenant, en termes de liquidité, il ne faut pas croire que vous pouvez négocier des loans, c'est la même chose des obligations. Un loan, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça implique un contrat entre le prêteur et l'emprunteur. Et ce contrat, il stipule qu'en fait, en cas de changement dans les gens qui prêtent de l'argent, tout le monde doit être d'accord. Ça veut dire que si moi, je veux vendre un loan à Blaise, on est obligé de demander l'avis de tous les autres prêteurs. Et puis, tout le monde doit être d'accord. Donc, ça peut prendre, alors c'est pas aussi compliqué que ça, mais ça peut prendre jusqu'à 2 semaines. Ça peut prendre jusqu'à 2 semaines. Donc, si quelqu'un vient vous proposer un fonds de senior loans avec une liquidité journalière, vous pouvez lui dire qu'il prend un risque. Et vous aussi, par la même occasion. Parce que soit il a la liquidité pour suivre en cas de grosse demande de remboursement sur son fonds, soit il a un gros gap et puis ça peut faire, comme vous le savez, assez mal. Voilà, on va parler maintenant de ces fameuses clauses qu'on appelle covenant en bon français. Qu'est-ce que c'est ces covenants? C'est justement ces clauses dans le contrat qui sont signées entre l'emprunteur et puis les fournisseurs de capitaux. Et puis ça peut donner des choses assez importantes. Surtout qu'ici, on parle de loans américains. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des contrats américains pour n'importe quoi. Ça ressemble à des dictionnaires ou à des bottins de téléphone, pour ceux qui ont connu ça. Et je veux dire, il se trouve que dans certains cas, les apporteurs de capitaux avaient des droits assez particuliers et assez forts sur la gestion de l'entreprise qui empruntait l'argent. Et puis ça a fait qu'il y a quand même des emprunteurs qui se sont dit, bon, moi, je ne fais pas beaucoup de défauts, enfin, je suis un bon payeur, on me demande de publier des choses que je n'ai pas forcément envie de dévoiler comme ça. Et ils ont commencé à discuter pour avoir des contrats qui étaient moins restrictifs. Et c'est là que sont venus les Covenant Light. Les Covenant Light, ce sont des contrats, comme son nom l'indique, qui ont des clauses moins restrictives. Et en fait, ça a été... alors déjà, il y a eu une demande des emprunteurs pour qu'on les laisse plus libres de faire ce qu'ils voulaient, puisqu'ils étaient assez bons payeurs et puis il y avait peu de défauts. Deuxième des choses, il y a eu un engouement pour les senior loans, ce qui a fait que les emprunteurs commençaient à avoir le choix dans les apporteurs de capitaux en disant, bon, ben, toi, tu exiges des clauses plus restrictives, je vais plutôt travailler avec lui, etc. Et puis, tout ça a fait qu'on a aujourd'hui des contrats qui sont beaucoup moins restrictifs sur le marché et qui ont pris un essor depuis 4 à 5 ans. Donc on était à peu près à 60% de Covenant Light en 2015 et puis on est à peu près aujourd'hui à 80%. On voyait que ça se stabilise quand même ici et que je sais pas, on ne sait pas où on va s'arrêter, mais en fait on va dire que la tendance est à simplifier ces contrats de clauses. Maintenant, vous allez me dire, et ça c'est quand même une polémique qu'on entend assez, c'est est-ce que le fait de simplifier et d'avoir moins de restrictions dans les clauses des contrats
ça va péjorer, par exemple, le taux de recouvrement ou est-ce que ça va augmenter le taux de perte. Et là, vous avez l'historique, il y a les deux, il y a les high yield et les loans. Et on voit que historiquement, les high yield, on est à peu près à 1,96% de taux de perte et qu'on est aujourd'hui à 1,52. Donc on peut constater qu'il n'y a pas de corrélation entre l'augmentation des Covenant Light et la simplification de ces clauses restrictives. Et si on regarde, nous on considère aussi ça comme une gestion du risque. Je crois que Marie elle a dit hier pendant son plénum, c'est qu'en fait aujourd'hui les gens qui ne sont pas d'accord de se mettre aux normes ou de devenir moins polluants ou de devenir moins consommateurs, un jour ils vont avoir un problème. Aujourd'hui, ils ont l'occasion de le faire, il y a des aides des États, etc., qui leur font dépenser moins d'argent. Ceux qui refusent à tout prix de le faire, un jour, ils vont disparaître ou un jour, ils vont avoir des sommes colossales à dépenser pour se mettre aux normes. Et ça pourrait leur causer des gros soucis. D'ailleurs, ici, on cite une étude de BlackRock, pour ne pas les nommer, qui a été faite c'est récent, donc c'est sur juste l'année Covid. Et ils ont pu constater que sur des indices, les indices ESG, il y avait pratiquement l'intégralité des indices, ils disent 94% des indices ESG qui avaient mieux résisté à la crise que les indices par an qui sont traditionnels. Et pour nous, c'est vraiment un signal fort. On l'avait déjà remarqué dans toutes nos classes d'actifs, mais c'est vraiment un signal fort de dire que c'est vraiment une gestion supplémentaire, un facteur de gestion supplémentaire du risque d'intégrer une gestion ESG dedans. Je vous laisserai lire le laïus de la page suivante qui sont dans vos classeurs. Approche de gestion, alors voilà ce qu'on fait chez nous. Donc comme je vous ai dit, on a démarré avec 13 gérants, on a investi dans leurs fonds, on a regardé comment ils travaillaient, on a fait leur connaissance, on les a observés pendant 10 ans, on a fait ça. Et puis il y a 4 ans, on a décidé qu'il fallait qu'on choisisse et puis qu'on diminue clairement notre portefeuille. Et on est arrivé à 3 gérants. Ces messieurs de notre hôte qui sont ici ne vont pas me contredire. On sait qu'aussi, quand on veut diversifier le risque, on diversifie le risque de gérant et non pas seulement le risque de classe d'actifs. Éviter les risques de concentration et diversifier les émetteurs du portefeuille, ça passe par regarder. Alors, on a laissé ETF ici parce qu'il y a eu une grande mode, si vous vous souvenez, d'acheter des ETF parce que, soi-disant, il n'y avait pas de frais dedans. Il y en a qui ont remarqué à leurs dépens qu'il y en avait quand même, mais qu'ils étaient bien cachés. Mais juste pour vous montrer qu'un portefeuille de SSL ETF actuel, il a 100 émetteurs à l'intérieur et qu'on en a 508 dans notre portefeuille. Et comment on a choisi ça? Diversifié, on a assemblé plusieurs approches différentes. Alors, 3 managers. Si vous me demandez gentiment, je vous donnerai les noms, mais je crois qu'ils sont même dans vos présentations. Donc, ces 3 managers américains. Le plus petit doit gérer 50 milliards de dollars, je pense. Donc, c'est des gros managers, c'est des gens qui font que ça. Et en fait, on les a choisis parce qu'ils travaillent de manière différente. Ça, c'est important aussi quand même. Ils travaillent de manière différente. Vous voyez que sur les 508, les plus de 500 émetteurs qui ont en portefeuille, il n'y en a que 33 qui sont détenus par les 3 gérants. Ensuite, il y en a à peu près encore une centaine qui sont détenus par 2 gérants, quels qu'ils soient. Et puis, le reste, c'est leur portefeuille propre. Donc ça veut bien dire que la diversification est bonne. Et puis deuxièmement, on voit bien que leur manière de travailler aussi est bonne. Même s'ils ont le même mandat, ces 3 gérants, on leur a donné les mêmes guidelines, les mêmes informations à la base de ce qu'on voulait. On voit qu'il y en a un qui est beaucoup plus concentré, c'est le manager numéro 2. Et les autres sont diversifiés l'un par rapport à l'autre. C'est essentiellement une question de secteur. Il y en a, ils vont plus dans les biotech, il y en a qui vont plus dans les télécommunications, enfin, etc. Donc il y a assez de secteurs disponibles dans cette classe d'actifs. Maintenant, ce qui est extrêmement important quand vous investissez dans des senior loans, c'est la gestion du risque. Alors, je ne vais pas vous faire l'article sur la gestion du risque, mais c'est une gestion du risque classique, mais qui est très, très, très réglementé pour nous, c'est-à-dire qu'on fait un due diligence continu sur ces gérants. On les appelle régulièrement, ils viennent nous rendre visite en Suisse, enfin, etc.
En termes de... Ensuite, nous-mêmes, à l'interne, on les compare dans des peer groups avec des gérants pour voir s'ils ne définissent pas significativement de leur style, de leur trajectoire, etc. On regarde aussi ce qu'ils font en termes de transactions. Hein. Et puis ensuite, on a aussi un consultant, ben voilà, il s'est éteint. On a aussi un consultant externe qui nous permet de faire le contrôle avec nous, et puis qui regarde aussi ce que font les gérants, Pour peut-être plus que pour certaines classes d'actifs, il faut vraiment prendre au sérieux le risque. Alors moi, je vous dis ça, vous savez qu'on est assureur, et puis ce que déteste le plus un assureur, c'est le risque. Donc on a mis en place une surveillance de risque. Bon, alors après on a un rapport hein, toutes les semaines, ou je crois que c'est toutes les semaines. Et puis ensuite, sans surprise, on va voir si le gérant, on est content avec lui, hein, si on le regarde, ou bien si on le regarde puis qu'on l'avertit qu'on le regarde. Alors depuis qu'on a lancé le compartiment avec nos 3 gérants, on n'a jamais changé de gérant, ce qui est une bonne nouvelle. Par contre, fin 2019, on avait un des gérants qui était sur la watchlist. Je ne vous dirai pas lequel. Et puis, on a dû l'appeler qu'une fois. Hein. Après, il a redressé la barre. Et aujourd'hui, il est encore dans le fond. Puis, qu'est-ce qui se passe quand on appelle le gérant puis qu'on lui dit, écoute, on est en train de regarder d'autres gérants pour éventuellement te remplacer. Ça fait aussi partie du travail, c'est que il faut qu'on s'y prépare quand même. Si un jour il arrive un pépin à un gérant, il faut qu'on en ait d'autres sous le coude pour le remplacer. Et c'est jamais arrivé, mais enfin voilà, vous sachez qu'on regarde aussi pas mal d'autres solutions. La beauté du compartiment, c'est que ce sont des mandats en sous-jacent. Et puis, qu'est-ce qui va se passer si on doit changer un gérant? C'est qu'on va simplement lui résilier son mandat. Enfin, simplement. On va lui résilier son mandat. Et puis, on va le transférer à un autre gérant. Ça veut dire que vous n'avez pas de vente et d'achat d'un compartiment. L'investisseur garde ses parts de fonds et puis il avertit qu'il y a un gérant qui change, mais en fait, il n'a pas d'autre chose à faire. Je vous parlais du risque. Alors, c'est valable pour tous les indices. Hein. Les indices, l'année passée, les indices obligataires, etc., ils ont tous eu une augmentation de leur risque interne. Ce dont ne se rendent pas forcément compte les investisseurs que sont les caisses de pension. Pourquoi? Parce qu'ils ont choisi une fois un indice, et puis ils ne vont pas se demander si cet indice prend plus ou moins de risques au fil du temps. Là, l'augmentation du risque, elle est due au fait que dans la période avril à mai 2020, on a eu une augmentation des down ratings, que ce soit dans les obligations ou dans les senior loans. Et ça a produit cette augmentation-là du risque au sein de l'indice. Sauf que, comme je vous disais, la Baloise, ce n'est pas dans notre ADN de prendre du risque. Donc on a décidé que le risque qu'on était d'accord de prendre, c'est ici 2720. 2720, je ne vais pas vous expliquer comment on calcule ce 2720. Ce que vous sachiez, c'est que 2720, ça correspond au risque d'un rating de B. D'accord? Ce qui est la moyenne, on va dire, d'un portefeuille de senior loans bien diversifié. Et comment on calcule ce facteur de risque? En fait, on a le portefeuille ici avec les titres en portefeuille dont le rating est faible ou le rating est élevé. Et plus le rating est élevé, on va mettre une note basse. C'est peut-être un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Donc ça veut dire que plus le rating est faible, plus en fait le titre est pénalisé. Et puis ensuite, on fait une agrégation de tout ça par rapport au poids des différents titres qui sont dans le portefeuille. Et on arrive au risque du portefeuille qui, lui, doit être toujours inférieur à la limite qu'on s'est fixée de 2720. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que nos gérants, au début de 2020, ils ont beaucoup tourné le portefeuille, beaucoup plus que d'habitude, parce qu'ils devaient éviter que le risque dépasse ces 2720. Et on m'a posé la question de savoir s'ils avaient eu des problèmes pour faire ça. Pas trop, en fait, pour la simple et bonne raison que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui suivent l'indice,
Donc des gens qui voulaient prendre plus de risques. Donc ce genre de titre était à vendre. Donc les ratings qui étaient élevés étaient à vendre. Et les ratings qui étaient faibles étaient recherchés pour correspondre en fait, au risque de l'indice. Donc en fait, la réadaptation du portefeuille a été assez facile. Voilà, j'en aurais terminé avec les senior loans. Juste pour vous donner une actualité, moi je pense que vous êtes un peu loin pour lire, mais juste pour vous dire que les perspectives, pour nous, les perspectives des senior loans sont bonnes pour cette année. Que malgré l'augmentation des taux longs aujourd'hui, le portefeuille, enfin les senior loans sont bien comportés. À la fin du premier trimestre 2021, le groupe a décidé d'augmenter son exposition aux senior loans de 7% et que notre propre caisse de pension a augmenté son exposition de 10%. Donc on le fait chez nous. On espère qu'on a raison. Voilà, je vous remercie.